Pourquoi voudriez-vous jamais essayer d'atterrir un avion avec une approche aussi folle? Quand on vole sur un trajet déjà parcouru souvent, il est facile de se détendre et de relâcher sa vigilance. Parfois, ces situations familières deviennent totalement nouvelles. Et si vous n'êtes pas prudent, ces approches faciles peuvent alors devenir vraiment dangereuses. Restez avec nous. Southwest Airlines est la 4e plus grande compagnie aérienne des États-Unis et le plus grand opérateur mondial de Boeing 737. En plus de 50 ans, Southwest a exploité presque uniquement des Boeing 737 et possède aujourd'hui plus de 800 appareils en service. Cet appareil, un Boeing 737-300 classique immatriculé, November 668 Sierra Whiskey, est utilisé dans cette histoire. Et le 5 mars 2000, il était prévu pour assurer le vol de fin d'après-midi 1455 de Las Vegas, Nevada, à destination de l'aéroport international de Burbank, dans le sud de la Californie. Ce n'était pas un vol très long, seulement environ 1 heure et 15 minutes de porte à porte. Et c'était également un trajet que les pilotes prévus pour ce jour connaissaient très bien. Le commandant de bord, âgé de 52 ans, avait une grande expérience dans l'armée de l'air, les jets d'affaires et les avions de ligne. Et il travaillait pour Southwest Airlines depuis 1988. Ce jour-là, il comptait d'environ 11 000 heures de vol, presque toutes sur Boeing 737, et ses collègues le décrivaient comme un pilote moyen à l'attitude amicale et détendue. À ses côtés dans le cockpit se trouvait un copilote de 43 ans qui travaillait chez Southwest depuis un peu plus de 3 ans à ce moment-là, après avoir auparavant passé 12 ans dans l'US Air Force. Il totalisait environ 5 000 heures de vol, dont près de la moitié sur Boeing 737. Les commandants de bord qui avaient volé avec lui le décrivaient comme un pilote supérieur à la moyenne. Il était également actif dans la réserve de l'armée de l'air, où il pilotait encore occasionnellement le F-16, quelque chose qu'il avait d'ailleurs fait aussi récemment que 2 jours avant le début de cette histoire. Les 2 pilotes avaient été en repos pendant un certain temps avant ce vol, qui devait être le premier d'une série de 5 vols sur 3 jours qu'ils allaient effectuer ensemble. Le commandant de bord vivait aussi à Las Vegas. Il était donc sûrement bien reposé en début de journée. Ce vol aurait été une routine pour ces pilotes, surtout pour le commandant de bord qui avait déjà fait la liaison entre Las Vegas et Burbank des dizaines ou centaines de fois dans sa carrière. Mais certains aspects du vol ce jour-là étaient juste un peu différents de d'habitude. Malgré la réputation de Las Vegas pour son temps chaud et sec, la météo à l'aéroport McCarran était ce jour-là assez instable. Des orages étaient signalés près de l'aéroport et tout le long du trajet vers Burbank. Les orages avaient même déclenché une alerte au cisaillement du vent à l'aéroport, ce qui était très rare à Las Vegas. À présent, cette zone de mauvais temps affectait également le sud de la Californie. Et il s'est avéré que l'appareil qui devait plus tard assurer le vol 1455 avait été retardé au sol à Los Angeles pendant presque 2 heures à cause de ces orages. Ainsi, les pilotes sont arrivés à l'aéroport McCarran et ont constaté que l'avion prévu n'était pas encore arrivé. L'heure de départ prévue, 14h45, est passée sans aucun signe de l'arrivée de l'appareil. Ainsi, lorsque l'avion est finalement arrivé à 16h30, les pilotes et l'équipage ont fait embarquer les passagers en toute hâte et ont effectué les vérifications pré-vol aussi rapidement que possible pour essayer de rattraper le temps perdu. Et ils ont réussi à le faire très rapidement. En fait, à 16h50, après avoir embarqué les 137 passagers et les 3 agents de bord, le vol 1455 a effectué le pushback depuis la porte d'embarquement et a commencé le trajet vers la piste, seulement 20 minutes après que l'avion soit arrivé à la porte. En tant que collègue pilote de 737, je peux confirmer que c'est très rapide. Alors que les pilotes terminaient leur calcul de performance, ils avaient remarqué que l'avion était inhabituellement lourd malgré le vol court et une charge passager relativement normale. La raison précise de ce surplus de poids n'est pas clairement expliquée dans le rapport. Mais 3000 livres supplémentaires de carburant avaient été ajoutés au-delà de la quantité normale afin de permettre à l'avion de retourner jusqu'à Las Vegas s'il ne pouvait pas atterrir à Burbank. Cela explique donc probablement ce surpoids. Ce carburant supplémentaire signifiait aussi que l'avion approcherait son poids maximal autorisé à l'atterrissage.
et cela vaut la peine d'être gardé à l'esprit. Après avoir rejoint la piste, le vol 1455 a vite reçu l'autorisation de décoller. Le commandant de bord était aux commandes, le copilote surveillait. La montée s'est faite sans incident. Ils ont vite atteint la croisière, se sont stabilisés et sont partis vers le sud-ouest, au-dessus du désert de Mojave. Les pilotes ont demandé des déviations pour éviter des orages et le vol a connu de légères turbulences, sans difficulté pour l'équipage. Nous évitons souvent les orages grâce à notre radar météo qui détecte ces cellules pour nous permettre de les contourner. Donc cela n'aurait en aucun cas dérangé l'équipage. Moins d'une heure plus tard, les pilotes ont demandé et entamé leur descente initiale, l'enregistreur de voix les captant, discutant de leur carrière. Et d'un vol United Airlines qui avait failli heurter le relief après le décollage de San Francisco en 1988, un incident qui servait désormais de scénario d'entraînement dans la compagnie aérienne. Ils ont également parlé de la situation à laquelle ils s'attendaient en approchant de Burbank, et pour comprendre ce que les pilotes pensaient trouver devant eux, je voudrais parler un peu plus de cet aéroport en particulier. Hollywood Burbank est un aéroport national à environ 18 km au nord du centre de Los Angeles, dans le sud-est de la vallée de San Fernando. Il est coincé assez près de terrains élevés, y compris une montagne qui s'élève à 3000 pieds juste à l'est de l'aéroport, ainsi que les collines d'Hollywood, à une courte distance au sud, qui atteignent une hauteur de 1700 pieds. Il dispose de deux pistes. La 0826, orientée ouest-est, et la 1533, du nord-ouest au sud-est. En raison des restrictions liées au terrain que je viens de mentionner, seule la piste 08 était équipée d'un système d'atterrissage aux instruments, un ILS, et la grande majorité du trafic à destination de Burbank avait tendance à atterrir sur cette piste. La piste 26 était difficile à utiliser pour les avions de ligne à cause des collines élevées à 3000 nautiques du seuil. Si les vents arrière étaient trop forts pour atterrir sur la piste 08, on utilisait alors la piste 33. Lorsque l'enregistrement du CVR a débuté, les pilotes savaient déjà qu'un vent arrière de 18 nœuds était signalé sur la piste 08. Le commandant a donc suggéré d'atterrir sur la piste 33, ne se souvenant pas avoir déjà utilisé la piste 26. Quelques instants plus tard, il a également donné un briefing rapide dans lequel il prévoyait une approche à vue sur la piste 33, qu'ils utiliseraient les volets 40, et il a aussi répété le calage altimétrique local. Ensuite, à 18h02, l'équipage a été transféré du contrôleur précédent au secteur Woodland du Tracon, une immense installation combinée de contrôle du trafic aérien qui canalise le trafic vers de nombreux aéroports de la région de Los Angeles. Dès le contact établi, le contrôleur Woodland a informé le vol 1455 de s'attendre à une approche système d'atterrissage aux instruments sur la piste 08 qui, comme je l'ai mentionné, était l'approche par défaut aux instruments pour Burbank. Cette approche était bien plus familière aux pilotes que celle à vue qu'ils venaient de préparer. Cela signifiait donc probablement que, du moins aux yeux du commandant de bord, la tâche qui l'attendait venait de devenir beaucoup plus facile. Mais comme je l'ai déjà dit, rien dans ce vol n'avait été vraiment normal jusqu'à présent. De la météo au poids, en passant par la rotation rapide. Et, comme nous allons bientôt le voir, l'idée que cette approche serait normale était également erronée. J'ai mentionné le briefing succinct que les pilotes avaient fait auparavant et je ne saurais trop insister sur l'importance des briefings précis pour la conscience situationnelle partagée. Et c'est en fait vrai pour tout le monde, peu importe le secteur dans lequel vous travaillez. Le problème, c'est que les longs briefings et réunions d'affaires sont difficiles à suivre précisément. Et vous ne voulez pas manquer quelque chose d'important parce que vous êtes concentré sur la prise de notes. C'est ici qu'intervient notre sponsor du jour, PloudNote. Ce petit appareil incroyable est en fait un secrétaire intelligence artificielle physique qui enregistre, organise et transcrit tout ce dont vous avez besoin. Cela signifie aussi que vous n'aurez plus besoin de ces fenêtres contextuelles d'intelligence artificielle gênantes lors de vos réunions en ligne. Appuyez sur ce bouton, il se mettra aussitôt à travailler pour vous. Vous pouvez également enregistrer vos appels téléphoniques si vous le placez à l'arrière du téléphone. Vous voyez? Comme ça. Et ça fonctionne incroyablement bien pour les appels professionnels ou tout ce qui est vraiment important.
Upload s'apprête aussi à lancer début octobre une application encore plus puissante, où, en plus de l'enregistrement, vous pouvez également ajouter des photos et marquer des points clés pendant une réunion, ce qui permettra à Upload de générer des comptes rendus de réunion très détaillés. Cela inclut des points forts, résumés des tâches à faire, et même l'identification des intentions sous-jacentes des personnes, ainsi que la dynamique de la conversation. C'est vraiment génial. Désormais, Upload peut enregistrer pendant 30 heures d'affilée et traduire des conversations dans plus de 100 langues, et comme il est soutenu par GPT 4.0, posez-lui des questions, cherchez dans les enregistrements et connectez-le à d'autres applications professionnelles. Donc, si vous souhaitez essayer cela, scannez ce code QR ou rendez-vous sur le lien dans la description ou dans la section des commentaires ci-dessous. Utilisez mon code MentourDix pour obtenir 10% de réduction lors du paiement. Merci à Upload d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors, où en étions-nous? Ah oui! Le vol 1455 était désormais à environ 21 milles nautiques au nord du seuil de la piste 08 au sud-ouest du VOR de Palmdale. Il suivait le trajet d'arrivée habituel. Quand le trafic arrive dans cette zone, le contrôleur du secteur Woodland lui donne généralement des vecteurs radars afin d'intercepter l'approche de la piste 08 entre 10 et 15 milles nautiques du seuil. Le contrôleur aérien devait fournir des vecteurs menant à un angle d'interception de 30 degrés maximum, pour éviter que l'équipage ne fasse un virage trop serré et dépasse l'axe d'approche lors de l'interception de l'approche finale. Cela signifiait généralement aussi que le contrôleur aérien envoyait les avions assez loin vers l'ouest, avant de les ramener pour une interception plus douce, bien qu'il arrivait parfois qu'un angle d'interception plus prononcé, plus proche de la piste, soit utilisé. Les vecteurs exacts fournis par le contrôle aérien à cette phase variaient selon la situation du trafic, parce que le travail du contrôleur aérien consistait aussi à séquencer les avions en les maintenant à une certaine distance les uns des autres, en utilisant tous les moyens à sa disposition. Cela pouvait signifier donner à certains vols des vecteurs plus longs ou plus courts, mais aussi imposer des restrictions de vitesse destinées à empêcher les avions plus rapides de rattraper les plus lents ou simplement à augmenter la distance entre eux. Un autre avion Southwest, le vol 1713, était devant le vol 1455 et avait reçu des vecteurs pour intercepter l'approche à environ 12 milles nautiques. Au même moment, un jet d'affaires arrivait également du nord-ouest, mais il était encore assez éloigné. Le contrôleur aérien voulait placer le vol 1455 devant ce jet, entre ces deux vols. Mais si le contrôleur guidait le vol 1455 trop à l'ouest avant de les aligner, le jet d'affaires les rattraperait. Il a donc choisi de guider le vol dès 18h03 en virant à gauche cap 190 degrés et descendant à 6000 pieds. Le copilote a accusé réception de cette instruction et les pilotes ont alors entamé le virage en descente qui les amènerait vers une direction plus sud-ouest. 30 secondes plus tard, le contrôleur aérien a aussi demandé au vol un 455 de garder une vitesse de 230 nœuds ou plus jusqu'à nouvel ordre. Maintenir maintenant le vol un 455 à une vitesse de 230 nœuds permettrait d'augmenter la distance entre ce vol et le jet d'affaires qui le suivait, lequel volait à 210 nœuds. Mais avec le recul, cela n'était probablement même pas nécessaire car le contrôleur aérien allait également donner au vol 1455 un raccourci. Ce type de restriction de vitesse est très courant lors des approches d'aéroports très fréquentées. Donc les pilotes n'ont probablement pas été du tout surpris d'en recevoir une. Ils ont accusé réception de la restriction et ont continué. Mais la combinaison d'une vitesse plus élevée que la normale, d'un avion lourd et de l'obtention de raccourcis est un mélange délicat, comme nous allons bientôt le voir. Le copilote a aussi déterminé que leurs 133 nœuds à leur poids actuel. Et puisque le nouveau bulletin météo mentionnait un vent arrière de 6 nœuds, la politique de la compagnie était de réaliser l'approche à VREF plus 5 nœuds, ce qui signifiait un total de 138 nœuds. Cela signifiait qu'ils devaient maintenant perdre presque 100 nœuds entre leurs positions. Ils étaient maintenant en vent arrière et en finale. Mais le contrôleur aérien n'a pas indiqué la durée de la restriction de vitesse, rendant incertain le temps dont disposaient les pilotes pour ralentir. Peu après, le contrôleur leur permit de descendre à 5000 pieds et de virer à gauche sur un cap sud-est de 160 degrés.
Ce nouveau cap place l'avion sur une route pour intercepter le trajet d'approche à un peu moins de 8 milles nautiques du seuil de piste, ce qui était inhabituellement proche. En fait, cette autorisation a raccourci d'environ 6 milles le trajet d'approche prévu que les pilotes avaient en tête, ce qui signifiait que la séparation entre le vol 1455 et le jet d'affaires derrière eux augmentait désormais d'autant. Cela supprimait la nécessité de maintenir la restriction de vitesse à 230 nœuds. Pour une raison inconnue, le contrôleur aérien a oublié de l'annuler. À ce stade, les pilotes auraient dû reconnaître qu'ils se trouvaient dans une situation où il pourrait ne pas être possible de stabiliser l'approche. Ils auraient donc dû signaler leur incapacité à accepter cette clairance et demander plus de distance ou la liberté de vitesse, mais cela n'a pas été fait. Pour l'expliquer, je veux aborder 2 points. D'abord le concept d'approche stabilisée, puis la culture d'entreprise de Southwest Airlines à l'époque. Toutes les compagnies aériennes utilisent le concept d'approche stabilisée pour garantir que l'atterrissage n'est poursuivi que si tous les paramètres indiquent qu'il est sûr. Selon ce concept, une approche est considérée comme stabilisée si l'avion est entièrement configuré pour l'atterrissage, avec tous les paramètres de vol dans une plage optimale, au point de stabilisation, généralement à 1000 pieds en approche aux instruments ou à 500 pieds en approche à vue. Southwest Airlines utilisait le terme dans ce contexte pour désigner les paramètres d'approche stabilisés, ce qui, dans leur cas, signifiait être sur le plan de descente avec une vitesse indiquée à moins de 10 nœuds de la vitesse d'approche calculée, un taux de descente inférieur à 1000 pieds par minute, les volets et le train d'atterrissage sortis, les manettes de poussée en bonne position et aucune correction majeure des commandes nécessaires pour maintenir le plan de descente et l'alignement avec la piste. L'idée était que si l'approche ne remplissait pas toutes ces exigences à la stabilisation, le pilote devait alors remettre les gaz. Mais au début des années 2000, ce genre de règle avait été, disons, quelque peu assoupli chez Southwest Airlines. Vous voyez, à l'époque, Southwest effectuait un très grand nombre d'approches à vue, encourageant en fait ses pilotes à le faire dès que la météo le permettait. C'était généralement le cas dans le sud-ouest des États-Unis. Or, les approches à vue sont souvent plus difficiles à stabiliser car il n'y a pas de guidage automatique et la charge de travail est plus élevée. Mais elles permettent aussi souvent de gagner du temps et du carburant par rapport à une approche aux instruments complètes, ce dont Southwest était très conscient. Ainsi, en raison de cette difficulté, il arrivait souvent que les pilotes de Southwest constatent qu'un ou 2 paramètres n'étaient pas dans la plage au point de stabilisation, nécessitant alors une remise de gaz. Mais au lieu de cela, la plupart des pilotes corrigeaient simplement ces paramètres en dessous de 500 pieds, puis posaient l'avion. Cela se produisait en partie parce que les procédures de Southwest ne précisaient pas clairement quand effectuer une remise de gaz. La plupart des documents disaient seulement « si vous n'êtes pas dans la plage, vous n'êtes pas prêt pour un atterrissage normal », sans préciser qu'il fallait remettre les gaz. En même temps, de nombreux pilotes de Southwest avaient également commencé à juger s'ils étaient dans la plage lors d'une approche à vue en se basant sur l'apparence de la piste, si elle leur semblait correcte, au lieu de vérifier strictement tous les paramètres requis. Mais prendre la décision d'atterrir en se basant sur la conviction subjective d'être en mesure de le faire allait évidemment totalement à l'encontre de l'objectif du concept d'approche stabilisée. Un examen indépendant de la culture d'entreprise de Southwest montrera plus tard que ces problèmes s'inscrivaient dans une tendance plus large, dans laquelle les pilotes de la compagnie étaient encouragés à poursuivre toute approche dès lors qu'un atterrissage était jugé possible, que ce soit une bonne idée ou non. La culture de Southwest favorisait aussi un rythme opérationnel rapide, avec des approches abruptes et rapides à haute altitude pour gagner du temps et du carburant. Et de nombreux pilotes de Southwest pensaient même que réaliser des approches visuelles agressives dans des conditions très difficiles était un moyen de développer et de maintenir de bonnes compétences de pilotage. Je veux être clair, Southwest n'était pas la seule compagnie aérienne à encourager cet état d'esprit à l'époque. Mais il est également vrai que ce type de culture augmentait le niveau de risque en encourageant les pilotes à s'entraîner à des scénarios difficiles avec des passagers à bord. Maintenant, ce genre d'approche difficile peut effectivement aider à maintenir les compétences affûtées. Mais en général, il vaut mieux limiter ce type d'entraînement aux simulateurs afin de ne pas mettre en danger les passagers payants
qui, je peux vous l'assurer, ne voteraient pas pour que leur vol soit plus risqué que strictement nécessaire. Je tiens aussi à préciser que ce comportement reflète l'une des 5 attitudes dangereuses reconnues en aviation, notamment l'attitude macho. Macho signifie une attitude du type « je peux le faire », avec une tendance à se vanter ou un besoin de se prouver aux yeux des autres, parfois en prenant des risques ou en relevant des défis difficiles. Selon cette évaluation indépendante déjà citée, Southwest Airlines n'a pas suffisamment réduit les risques de ce mode d'exploitation car sa formation ne couvrait pas les techniques nécessaires pour gérer l'énergie de l'avion lors des approches à vue. Et il n'a pas non plus insisté sur la nécessité de bien préparer ces approches. Essayez de retenir ces 2 points car ils vont devenir très pertinents dans un instant. De retour à bord du vol, 1455, les pilotes ont accepté le nouveau cap de 160 degrés et le commandant de bord a rappelé au copilote que le contrôleur aérien voulait 230 nœuds ou plus pendant un certain temps. Aucun des 2 pilotes n'a envisagé de demander au contrôleur aérien plus de distance de route, ce qui est d'ailleurs un autre point que l'examen indépendant a souligné. Les pilotes de Southwest hésitaient à répondre au contrôle aérien, qu'ils n'étaient pas capables de compléter une clairance, ce qui est aussi un trait classique de comportement macho. Quoi qu'il en soit, après un peu moins d'1 minute, le contrôleur aérien a de nouveau appelé le vol 1455 pour signaler la présence du vol 1713, qui se trouvait maintenant à l'heure 1h à 12 000, en train de tourner vers l'approche et descendant en dessous de 4600 pieds. Le contrôleur aérien a aussi proposé une approche à vue sur la piste 08 plutôt qu'une approche système d'atterrissage aux instruments. Le copilote a demandé au commandant s'il devait accepter la proposition à condition de voir le trafic. À ce moment-là, l'avion se trouvait encore dans une couche de nuages, mais il s'attendait à passer en condition de vol à vue assez rapidement. Le commandant de bord a dit au copilote d'attendre pour voir s'il pouvait le faire. Dans la minute suivante, les pilotes ont demandé à l'équipage de cabine de se préparer à l'atterrissage, tandis qu'un contrôleur aérien signalait que le vol 1713 survolait Van Nuys à 3000 pieds. Cet aéroport d'aviation générale à piste unique est situé à 6000 nautiques à l'ouest du seuil de la piste 08 de Burbank. Cet aéroport constitue un obstacle pour l'arrivée à Burbank, puisqu'il s'agit de l'un des aéroports d'aviation générale les plus fréquentés au monde, avec plus de 230 000 mouvements d'aéronefs par an. En fait, c'est bien plus que Burbank lui-même. Le VOR de Van Nuys, à l'extrémité nord de l'aéroport, servait de repère principal pour l'approche de la piste 08 avec une altitude minimale de 3000 pieds au-dessus du radiophare. Pour garder les avions de ligne au-dessus du circuit de Van Nuys, la trajectoire d'approche de la piste 08 croise désormais l'extrémité sud de la piste de Van Nuys. Mais les avions de ligne approchant de Burbank peuvent tout de même descendre en dessous de 3000 pieds à cet endroit, à condition qu'ils effectuent une approche aux instruments, car la séparation avec le plan de descente système d'atterrissage aux instruments est intégrée dans les procédures de circulation de Van Nuys. Quoi qu'il en soit, le vol 1455 a traversé les nuages et le copilote a annoncé qu'ils apercevaient l'aéroport de Van Nuys. Peu après, le commandant de bord a annoncé avoir le vol 1713 en vue et le copilote l'a signalé au contrôleur aérien qui a alors autorisé le vol 1455 à effectuer une approche à vue sur la piste 08 en exigeant de survoler Van Nuys à au moins 3000 pieds, car il n'utilisait plus l'approche système d'atterrissage aux instruments. Mais cette consigne était ambiguë, parce que la définition officielle d'une restriction d'altitude stipule qu'il s'agit d'une altitude à maintenir jusqu'à un point ou un moment précis. Mais aucun point précis n'a été donné ici, puisqu'il ne survolerait pas Van Nuys. Une interprétation stricte de cette autorisation pourrait signifier qu'ils pourraient commencer à descendre depuis 3000 pieds dès qu'ils auraient dépassé l'axe du VOR de Van Nuys. Mais ce n'était probablement pas ce que le contrôleur aérien voulait dire. D'un autre côté, le commandant de bord a déclaré plus tard aux enquêteurs qu'il voulait rester bien à l'écart du trafic d'aviation générale. Il a donc compris qu'il pouvait descendre de 3000 pieds uniquement après avoir quitté l'espace aérien de Van Nuys. Mais s'ils attendent aussi longtemps pour descendre, ils seraient alors bien au-dessus de la trajectoire et devraient rattraper rapidement leur retard, rendant difficile, voire impossible, la réduction de leur excès de vitesse.
Il aurait suffi de demander au contrôleur aérien de clarifier ou de demander un circuit plus large, mais cela n'a pas été fait. Désormais, les pilotes Southwest effectuaient des approches à vue dès que possible. Être au-dessus du plan de descente à ce moment, à cause des restrictions d'altitude sur Van Nuys, était sûrement normal pour ces pilotes. Il faut aussi noter que la limite de vitesse de 230 nœuds a été levée lorsque l'équipage a eu l'autorisation d'approche. Mais le contrôleur aérien ne l'a jamais explicitement signalé. En fait, le commandant de bord ne semblait pas avoir réalisé qu'ils étaient libres de ralentir avant presque une minute complète après que l'autorisation d'approche ait été donnée. À ce moment-là, le vol se trouvait à 2000 nautiques à l'ouest de Van Nuys. À ce moment-là, le commandant de bord a sorti les aérofreins pour commencer à ralentir, tout en amorçant également le virage à gauche pour s'aligner avec la piste en vue de l'approche finale. Le pilote automatique était activé et les pilotes avaient réglé la fréquence du localizer système d'atterrissage aux instruments pour faciliter l'alignement automatique. En approchant de l'axe central, le pilote automatique a tenté d'accrocher le localizer. Mais comme le contrôleur aérien les avait dirigés avec un angle d'interception aussi serré, le pilote automatique ne parvenait plus à le faire fluidement. Et il a fini par dépasser l'axe central vers la droite avant de commencer à corriger vers la gauche au-dessus de l'extrémité sud de Van Nuys. Ayant retrouvé l'axe d'approche, le commandant a demandé au copilote de régler les volets sur 5, première étape de la préparation à l'atterrissage. Pour référence, dans ma compagnie aérienne, les avions doivent avoir au moins les volets sur 1, au moins 10 000 nautiques de la piste, et avec la vitesse réduite à environ 180 nœuds. Mais ces avions étaient loin d'atteindre cette vitesse, et ils étaient beaucoup plus proches. Peu après ce dépassement, Intercept, contrôleur de Woodland, leur a donné la fréquence de la tour de Burbank et les a transférés pour l'autorisation d'atterrissage. Le commandant de bord a ordonné la sortie du train d'atterrissage réalisé par le copilote, puis a déconnecté le pilote automatique et repris le contrôle manuel, ajoutant ainsi de la charge de travail à cette situation déjà complexe. Le copilote, pendant ce temps, a contacté la tour de Burbank et a signalé qu'ils étaient en approche à vue pour la piste 08, et la tour leur a alors indiqué que le vent était de 210 degrés à 6 nœuds, puis l'autorisation d'atterrir vent arrière de 6 nœuds a été donnée. Ce n'est qu'à ce moment-là, alors que l'avion se trouvait à seulement 3000 nautiques du seuil, que le commandant de bord a entamé leur descente finale depuis 3000 pieds. Et en tenant compte de l'altitude de l'aéroport de 720 pieds, cela signifiait que, pour atterrir dans la zone de toucher des roues, il devrait adopter un angle de trajectoire de descente de 7 degrés, soit plus du double de l'angle d'approche normal. Perdre autant d'altitude aussi rapidement ferait également augmenter considérablement la vitesse, puisque les pilotes devraient piquer du nez pour y parvenir. Dès lors, il était sans doute impossible de ralentir à leur vitesse d'approche avant d'atteindre la piste. C'est donc à ce moment-là que les pilotes auraient dû se rendre compte qu'il serait impossible de stabiliser cette approche. Et donc, ils auraient simplement dû effectuer une remise de gaz calmement et sereinement. Mais au lieu de cela, sans discuter de leur position précaire, le commandant de bord a simplement poursuivi l'approche, demandant les volets 15 puis les volets 25 en succession rapide. À ce moment, il a aussi regardé son écran de gestion de vol affichant des données de performance et a remarqué que ils avaient un vent arrière de 20 nœuds, bien plus que les 6 nœuds signalés au sol. Le commandant de bord a pensé que ce vent arrière important devait être la raison pour laquelle il devait utiliser un taux de descente aussi élevé, car le vent arrière provoquait une vitesse sol au sol supérieure à la normale. En réalité, leur vitesse initialement très élevée était la principale cause du problème. Vous voyez, même si le commandant de bord avait sûrement l'habitude de commencer la descente à ce moment, il ne le faisait pas à une vitesse aussi élevée. Un taux de descente plus élevé est requis pour rejoindre la trajectoire à cause du temps réduit. S'il avait été entièrement configuré et revenu à sa vitesse d'approche ici, cela aurait peut-être encore été possible. Mais dans la situation dans laquelle il se trouvait maintenant, ce n'était pas possible. Le commandant de bord a trouvé cela déroutant au début, mais le vent arrière lui a maintenant donné une explication pratique, et ce vent arrière allait se calmer. Cela l'a également amené à conclure que la solution était de descendre encore plus rapidement dans la zone, plus près du sol, où le vent arrière était effectivement moins fort. En pilotant manuellement, il a évalué à vue la trajectoire pour atteindre la piste, puis a mis l'avion en forte descente.
Quelques secondes après, le Ground Proximity Warning System a détecté un rapprochement dangereux du sol et déclenché une alerte vocale automatisée. Taux de descente, taux de descente. À plusieurs reprises. Fait intéressant, aucun pilote n'a reconnu cet avertissement. Le commandant a juste dit « Volex 30, pose-le ». 3 secondes plus tard, il a également ajouté « Mets-le à 40, ça ne marchera pas. Je le sais, ce n'est pas grave. Checklist de descente finale ». Ce qu'il voulait dire ici, c'est qu'il volait en réalité au-dessus de la vitesse limite des volets 40. Vous voyez, chaque position de volet a une vitesse limite qui lui est associée au-dessus de laquelle l'utilisation de cette position de volet pourrait endommager les mécanismes des volets. Ainsi, le Boeing 737 dispose d'un système limitant l'extension des volets à 40 degrés tant que la vitesse reste au-dessus de 158 nœuds. Le commandant de bord, sachant qu'il dépassait cette vitesse, savait aussi que les volets n'atteindraient 40 degrés qu'après avoir ralenti sous cette limite. Lors d'entretiens ultérieurs, le commandant de bord a admis savoir qu'ils allaient trop vite, sans se souvenir de la vitesse exacte. Mais selon l'enregistreur de vol, elle était encore à environ 200 nœuds, ce qui est terrifiant et ne diminuait presque pas à cause de l'angle de descente élevé. Cela signifiait que le vol 455 descendait maintenant sur une trajectoire de descente très raide, avec Taux de descente. des alertes retentissaient et 60 nœuds au-dessus de la vitesse de référence d'approche. Où était le copilote dans tout cela? En tant que pilote surveillant, c'était sa responsabilité de signaler toute déviation par rapport aux paramètres d'approche stabilisés et également de suggérer des actions correctives. Ce qui, dans ce cas, aurait simplement été d'exécuter une remise de gaz. Mais il ne l'a pas fait. Il a ensuite expliqué avoir entendu les alertes de descente et constaté leur altitude et vitesse élevées. Mais il a consciemment décidé de ne pas le signaler car, selon lui, le commandant de bord en était conscient et était déjà en train de corriger. Le problème avec cet état d'esprit, c'est qu'en tant que pilote surveillant, il était tenu de faire ses annonces, qu'il pense ou non que le commandant de bord était conscient du problème. Évidemment, le copilote ne pouvait pas être dans la tête du commandant de bord, et il ne pouvait pas non plus être certain que le commandant de bord avait une vision complète de la situation. En fait, la raison même pour laquelle le pilote surveillant est chargé de signaler les écarts, c'est qu'il a une charge de travail moins importante que le pilote en fonction. Et donc probablement une meilleure vision d'ensemble de ce qui se passe. En résumé, la leçon est que la raison pour laquelle un copilote ne parle pas importe peu, qu'il craigne le commandant ou pense qu'il gère la situation. C'est une mauvaise gestion des ressources de l'équipage dans tous les cas, et les conséquences seront exactement les mêmes. En fait, dans cette situation, le commandant de bord ne gérait pas du tout la situation. Pour comprendre pourquoi, il faut voir sur quoi il était vraiment concentré pendant la descente et juste avant. Maintenant, une façon de conceptualiser sa prise de décision est d'identifier ce qui lui a donné un tel sentiment de confiance qu'il pensait pouvoir réussir malgré les preuves du contraire. Et ce qui semble s'être passé ici, c'est qu'à chaque fois qu'il devait prendre une décision, un petit événement survenait qui récompensait son choix de continuer. Comme je l'ai mentionné précédemment au début, l'équipage s'attendait à atterrir sur la piste 3.3, moins familière. Mais ensuite, le vent était tombé et la piste avait été changée pour la 08, ce qui, dans l'esprit des pilotes, rendait les choses beaucoup plus faciles. Ils sont alors passés sous les nuages et ont vu la piste ainsi que l'avion devant eux. Les pilotes ont ainsi rapidement jugé possible une approche à vue. Lors de la descente finale, le commandant a constaté un taux de descente anormalement élevé et a compris qu'un vent arrière de 20 nœuds en altitude les faisait avancer plus vite. Il a donc conclu qu'il suffisait de descendre rapidement à une altitude plus basse où le vent arrière était bien plus faible. Après sa décision, il a évalué visuellement leur position par rapport à la piste et a jugé la situation relativement normale. Oui, ils étaient clairement un peu hauts et rapides, mais il avait probablement déjà été haut et rapide lors de cette approche auparavant et il avait toujours atterri sans aucun problème. Mais ce que le commandant de bord n'a manifestement pas pris en compte, c'est qu'à leur vitesse actuelle et avec leur masse élevée, l'état d'énergie de l'avion était désormais extrêmement élevé. Même si, selon lui du moins, la vue de la piste devant eux ne semblait pas si mauvaise. Il n'a pas non plus considéré qu'il allait tenter d'atterrir ce gros avion rapide sur une piste assez courte.
À peine environ 1800 mètres qui étaient encore mouillés par la pluie qui venait de tomber et qui, de plus, n'offraient absolument aucune marge de sécurité à l'extrémité opposée. Une barrière anti-souffle, puis la ville. Ceci illustre pourquoi banaliser les comportements à risque et ignorer les avertissements peut être dangereux. Parce que lorsque l'alerte de taux de descente s'est déclenchée, cela n'a pas non plus réussi à le sortir de sa complaisance, car il utilisait volontairement un taux de descente élevé pour sortir du vent arrière et retrouver la trajectoire de vol. Pour être honnête, il avait sûrement déjà entendu des alarmes de taux de descente. Encore une fois, en raison de l'usage fréquent de méthodes à forte pente. Convaincu de pouvoir atterrir, il s'est alors surtout préoccupé de la distance entre son avion et le vol Southwest devant lui. Ils avaient ralenti normalement, alors le vol 1455 les rattrapait à cause de sa vitesse. Cela inquiétait le commandant car le vol plus lent risquait de ne pas libérer la piste à temps pour son atterrissage. Cette distraction s'ajoutait simplement à sa perte de conscience de la situation ici, où, peu importe à quel point il pensait que la situation visuelle était bonne, il ne s'en rendait tout simplement pas compte. Le véritable problème auquel il était maintenant confronté était la forte énergie cinétique de son propre avion et le manque de piste devant eux. Les Boeing 737 de Southwest avaient un ordinateur de performance embarqué calculant leur distance d'atterrissage selon certains paramètres. Les procédures de Southwest imposaient aux pilotes d'utiliser cet ordinateur dès que les performances de l'avion étaient incertaines, comme lors d'un atterrissage sur une piste courte avec vent arrière ou lors d'un atterrissage avec une masse élevée, toutes ces conditions étant réunies ici. Mais parce qu'ils étaient convaincus qu'il ne s'agissait que d'une approche normale à Burbank, aucun des deux pilotes ne semblait avoir envisagé d'utiliser cet ordinateur pour calculer leur distance d'atterrissage appropriée. En le faisant, ils auraient constaté que la distance d'atterrissage était très juste. Même avec la bonne approche, la vitesse et le danger dans lequel ils se trouvaient seraient peut-être devenus un peu plus évidents. Mais sans cette information, un nouveau trou venait de s'ouvrir dans les tranches du modèle du Gruyère. Quoi qu'il en soit, juste après que le commandant de bord ait demandé les volets à 40, le copilote a montré l'indicateur de vitesse pour rappeler au commandant de bord que les volets seraient inhibés. Mais il n'a toujours pas annoncé leur vitesse réelle ni exprimé de réserve sur ce qui se passait. Il a aussi répondu à la demande du commandant pour la checklist finale en vérifiant visuellement les éléments requis. Même si cela devait être une checklist challenge-réponse nécessitant la participation des deux pilotes. Maintenant, si jamais vous vous retrouvez dans une situation où vous sentez que vous devez faire cela, ou l'autre pilote est trop occupé pour participer à la checklist, c'est un signe clair que la charge de travail est maintenant tellement élevée que vous devez agir. Il est probable qu'il faille remettre les gaz. Tandis que le Ground Proximity Warning System répétait taux de descente en arrière-plan, le copilote a confirmé l'autorisation d'atterrir et a demandé aux agents de bord de s'asseoir pour l'atterrissage. Peu après, l'avertissement de taux de descente a été suivi d'une alerte plus grave. Redressez. Aujourd'hui, nous, les pilotes, apprenons à réagir à cet avertissement en effectuant d'emblée une manœuvre d'évitement, que la piste soit visible ou non. Mais chez Southwest Airlines et d'autres compagnies aériennes à l'époque, on apprenait aux pilotes que s'ils volaient à vue avec la piste visible et qu'on pouvait vérifier avec certitude l'absence de risque de collision avec le terrain, eh bien, alors cet avertissement pouvait potentiellement être ignoré. Pour moi, cet état d'esprit est assez étrange. À moins qu'une fausse alerte GPWS ne soit signalée dans un briefing ou sur une carte, entendre cet avertissement indique forcément un problème grave, que la piste soit visible ou non. Dans ce cas, le vol 14 Sen 55 descendait si vite que l'avion a détecté qu'il sortait de l'enveloppe d'approche normale. Ainsi, le GPWS pensait que la trajectoire de vol menait vers une collision avec le sol plutôt que vers un atterrissage. Plus tard, le commandant a affirmé n'avoir jamais entendu les alertes « pull-up », ce qui pourrait être dû au stress qu'il subissait. Le copilote a affirmé avoir entendu les alertes, pensant que la trajectoire était sûre et que le commandant corrigeait. Encore une fois, c'est vraiment très étrange d'entendre cela de la part d'un pilote surveillant compétent,
Il aurait en fait été très intéressant de savoir à quel moment précis ce copilote aurait jugé approprié d'intervenir. Pendant que les alarmes retentissaient, le vol 1455 a franchi la porte de stabilisation à 500 pieds sans un mot des pilotes. L'avion descendait à plus de 1000 pieds par minute à une vitesse de 50 nœuds au-dessus de la référence d'approche, les volets n'étant toujours pas en configuration d'atterrissage. Le commandant de bord a également reconnu plus tard qu'il aurait dû effectuer une remise de gaz à ce moment-là, mais il a expliqué qu'il s'était focalisé sur la piste. Ce type de fixation ou vision en tunnel survient lorsque nous travaillons dur pour atteindre un objectif concret, surtout si celui-ci est difficile à atteindre. Ce phénomène, appelé Get There ETES dans l'industrie, est fréquent chez les commandants de bord. Et c'est pourquoi nous avons vraiment besoin d'un copilote fort et assertif pour nous sortir de cet état. Ce n'était visiblement pas le cas ici. Devant eux, le vol 1713 venait de quitter la piste, ce que le commandant considérait comme le dernier obstacle. Le Ground Proximity Warning System a retenti plusieurs fois alors qu'ils approchaient rapidement de la piste. Mais le commandant de bord a simplement dit « ce n'est pas grave » et le copilote n'a rien dit du tout. À 170 pieds, le commandant a relevé le nez pour arrondir avant l'atterrissage. Et pour vous donner un point de référence, normalement, nous faisons l'arrondi à environ 25 à 30 pieds. Et 9 secondes après avoir commencé l'arrondi, ils se sont posés sur la piste 08 à l'incroyable vitesse de 182 nœuds. En raison de la vitesse élevée et de l'approche raide, le toucher des roues a eu lieu à 2150 pieds du seuil bien au-delà de la zone normale, située entre 1000 et 1500 pieds. Juste après l'atterrissage, le commandant a activé les inverseurs de poussée. Et ensuite, il a commencé le freinage manuel bien plus tôt que d'habitude, afin d'aider l'avion à commencer à accélérer aussi rapidement que possible. Des calculs montrent qu'avec l'état de la piste, le poids et la vitesse, même avec un freinage manuel maximal, il fallait 1433 mètres pour stopper l'avion à grande vitesse, mais il ne restait que 1265 mètres de piste. Dès que le commandant a activé la poussée inverse, toute remise des gaz était impossible. Et un crash est devenu inévitable. Alors que le 737 commençait à décélérer, les volets se sont finalement déployés à 40 degrés, mais il était désormais trop tard pour que cela fasse une réelle différence. Les spectateurs présents dans le terminal passager de Burbank ont regardé avec horreur l'avion passer à toute vitesse, se rendant bien compte qu'il allait beaucoup trop vite pour pouvoir s'arrêter sur la piste restante. Dans le cockpit, les deux pilotes avaient maintenant remarqué qu'ils ne ralentissaient pas assez rapidement. Leur nonchalance s'est muée en inquiétude, puis en peur froide. Le commandant comprit ce qui allait arriver et, sur l'enregistreur du cockpit, on l'entend se maudire à la troisième personne. Et il avait de bonnes raisons de le faire. Au-delà de l'extrémité de la piste 08, il n'y avait pas une longue étendue d'herbe comme ailleurs. À la place, seuls 10 mètres de béton étaient visibles, suivis d'un mur anti-souffle conçu pour dévier les jets des réacteurs de la circulation sur North Hollywood Way qui longe le seuil de la piste 26. Voyant le mur approcher rapidement, le commandant de bord a tourné à droite avec le manche de la roue avant, visant à travers l'aire de trafic et vers la clôture ouverte de l'aéroport pour éviter une collision avec le mur anti-souffle. Mais utiliser le manche à balai de roue avant de cette façon, tout en freinant, a simplement mis l'avion en dérapage, ce qui a encore réduit l'efficacité des freins. À 18h11 et 20 secondes, le vol 1455 a percuté le bord droit du mur anti-souffle, puis franchi la clôture à 32 nœuds, 60 km/h. Le train d'atterrissage avant s'est effondré. L'avion a glissé sur 7 voies de North Hollywood Way, percuté une voiture et projeté des débris sur d'autres. Et de l'autre côté de la rue se trouvait quelque chose tout droit sorti d'un cauchemar, une station-service droit devant. Un instant, il a paru que le vol 1455 allait finir dans une boule de feu. Mais ensuite, le 737 s'est miraculeusement arrêté. Au bord du parking de la station-service, sous la grande enseigne affichant le prix au gallon. Une photo que je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà vue. L'avion a été fortement endommagé, mais la cabine et le poste de pilotage étaient intacts et tous les passagers ainsi que l'équipage avaient miraculeusement survécu à l'accident.
Sur la route voisine, plusieurs voitures ont été endommagées dans l'accident, mais étonnamment, aucun occupant n'a été gravement blessé. Dans le poste de pilotage, le commandant a sans doute ressenti une soudaine lucidité en quittant son état de fixation, parce qu'il vient alors de dire « ma faute ». Puis il a ajouté « eh bien, adieu ma carrière ». Dans la cabine, le toboggan d'évacuation R1 s'était gonflé dans le galley lors de l'accident et bloquait l'accès aux portes de sortie avant. Heureusement, les passagers ont pu évacuer par les sorties arrière et celles au-dessus des ailes. Un incendie aurait été un grave problème, mais il n'y en a pas eu. Les 137 passagers et 5 membres d'équipage ont évacué en sécurité. Seuls 2 passagers ont été grièvement blessés, 41 autres et les commandants n'ayant que des blessures légères. Après l'accident, la Federal Aviation Administration a suspendu les licences des 2 pilotes pour 1 an et, comme prévu par le commandant, ils ont tous 2 été licenciés par Southwest Airlines. Le National Transportation Safety Board a attribué l'accident à l'incapacité de l'équipage à remettre les gaz au point de stabilisation. Malgré une vitesse excessive et un angle de trajectoire de vol trop prononcé, ce qui a entraîné un atterrissage alors qu'il ne restait pas assez de pistes pour arrêter l'avion. L'utilisation par le contrôleur aérien de restrictions de vitesse et d'altitude qui ont inutilement placé le vol 1455 dans une position ne permettant pas une approche sécurisée a également été considérée comme un facteur contributif à l'accident. Plus tard, la revue indépendante commandée par l'Association des pilotes de ligne a révélé des problèmes culturels répandus chez Southwest Airlines, incitant les pilotes à tenter des approches risquées sans précaution suffisante. En 2005, un autre vol Southwest Airlines a dépassé la piste de l'aéroport Midway de Chicago et a glissé sur une rue. Lors de cet accident, que j'ai déjà évoqué sur cette chaîne, l'équipage a décidé d'atterrir à Midway malgré des conditions très défavorables en raison d'une pression ressentie pour accomplir la mission. Après chaque accident, Southwest a réformé ses procédures et sa formation pour renforcer sa culture de sécurité. Et ces incidents sont depuis devenus bien plus rares. Heureusement, cet accident n'a causé aucune victime. Mais il ne faut pas oublier que si l'avion avait atterri un peu plus loin ou un peu plus vite, il aurait pu percuter cette station-service avec des conséquences catastrophiques. Après cet accident, l'aéroport de Burbank a acheté la station-service et une entreprise voisine, puis les a remplacés par des terrains vides pour éviter qu'un tel scénario ne se reproduise. L'aéroport a aussi équipé l'extrémité de départ de la piste 08 d'un système d'arrêt Engineered Materials Arrestor System qui immobilise les avions en fuite grâce à du gravier spécial sous une surface cassable. En 2018, cette installation Engineered Materials Arrestor System a aussi stoppé un vol, Southwest menaçant de quitter la piste 08 de Burbank, prouvant l'importance de ces systèmes dans les aéroports sans zone dégagée adaptée. N'est-ce pas génial de voir la sécurité fonctionner en action? Quoi qu'il en soit, je reviens tout juste de mes vacances incroyables en Suède. Cela a été possible en partie grâce à mon équipe Patreon dont le soutien m'a permis de former une équipe plus grande et de pouvoir assurer la continuité pendant les vacances sans interruption de production pour la première fois dans l'histoire de cette chaîne. Pour soutenir et voir ma prochaine vidéo en avance, scannez ce QR code ou allez sur patreon.com Join Mentor Pilote pour vous inscrire. J'aimerais vous y retrouver à mon prochain rendez-vous. Consultez aussi l'offre de mon sponsor en description et en commentaire. Je suis Peter Ehrenfeld. Vous regardez Mentor Pilote. Passez une excellente journée. À la prochaine. Au revoir.